Vous n'êtes pas avocat. Non, Vous avez des ennuis ou un avocat judiciaires, Roland. je ne sais pas pourquoi. Il est avocat de Céline. Il est avocat d'Inco. Il est justement avocat. Je suis ni son avocat, ni son procureur. On a comme invité pour cette première émission de rentrée, eh bien, nous avons comme invité Marc Laudeloup. Bonjour Marc Laudeloup, vous êtes le directeur du Bulletin Célinien qui a été créé il y a 38 ans maintenant, donc votre action, elle s'inscrit dans la durée, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, l'important c'est de durer. C'est de durer, numéro 421 qui vient de sortir de ce mois, et tous les mois sur un bulletin qui est très bien fait, qui est un beau bulletin, parce que c'est un bulletin qui est fait avec peu de moyens, je pense, en connaissant un petit peu tout ça, mais qui est fait avec un professionnalisme et qui est un bulletin qu'on a envie de lire. Voilà, c'est un beau bulletin. Enfin, c'est tout simple, mais c'est élégant. C'est simple et élégant. C'est un bulletin qui est simple et élégant, qui est vraiment bien fait, avec des illustrations. Et tous les mois, depuis sur 421 numéros, donc depuis 38 ans, donc vous sortez ce bulletin et vraiment, c'est très bien. C'est vraiment, c'est un beau combat, une belle réalisation. Alors Marc Laudeloup qui va nous parler de l'actualité célinienne. Alors, aujourd'hui, nous recevons Marc Laudeloup, directeur du Bulletin Célinien, un périodique mensuel qui existe depuis 38 ans, qui vient de sortir sur le numéro 421 et qui est consacré, comme son nom l'indique, exclusivement à Céline, à son œuvre, à ceux qui ont été ses amis ou des gens qui ont travaillé sur son œuvre aussi. Donc, le Bulletin Célinien, Céline, tout un programme. Philippe, vous avez étudié vous-même beaucoup Céline et vous êtes un ami du Bulletin Célinien. Moi, je suis un ami du Bulletin Célinien. Et depuis longtemps. De Marc Laudeloup. On les tous, nous sommes tous. Et je tiens à dire qu'il y a quelque chose de formidable avec Marc Laudeloup, qui est au milieu des Céliniens, qui généralement, il va peut-être me contredire, s'entre-déchire allègrement et lui arrive à faire la synthèse et finalement à ne quasiment être fâché avec personne et à faire l'unanimité autour de sa personne. Cet homme est exemplaire. Faut le faire. Est-ce que j'exagère beaucoup, Marc, ou pas? Oui, c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut savoir que mais pas tant que ça. En fait, dans toutes les sociétés littéraires, c'est le cas. Pour la société qui s'intéresse à Léon Bloy ou chez les Proustiens, c'est la même chose. Il y a des querelles de chapelle. C'est quelque chose d'assez répandu. Même dans les sociétés littéraires, il y a des divisions. C'est ainsi. Mais c'est vrai que le bulletin célinien essaye de s'éloigner de ce genre de choses. Et ce qu'il veut faire, c'est essentiellement rendre compte de l'actualité célinienne qui est assez dense. C'est-à-dire que presque chaque mois apparaît j'exagère un peu, mais c'est presque vrai, un livre sur Céline. Il y a des thèses universitaires sur lui qui paraissent dans le monde entier. Et par ailleurs, c'est une œuvre tellement riche qu'on n'en a pas fini de faire le tour. Et c'est ainsi qu'on arrive, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, mais comment arrivez-vous chaque mois à faire un bulletin sur un seul écrivain ? Mais il se trouve que cette œuvre est une œuvre considérable, une œuvre, comme je l'ai dit, très riche, et donc il se prête à la fois à des lectures différentes, à des analyses, et aussi à des considérations d'ordre historique, puisque, comme vous le savez, Céline est à la fois un grand écrivain, un grand littérateur au sens premier du terme, mais ça a été aussi un écrivain de combat. Et donc... et de chamaillerie. Et donc... entre guillemets, parce que c'est plus que les chamailleries. Oui, et donc il est clair qu'à partir du moment où on s'intéresse à Céline, on s'intéresse aussi à l'histoire du XXe siècle, et donc à tous les conflits qui ont eu lieu, et donc forcément à la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Céline a été partisan des forces de l'Axe. Il souhaitait la victoire des forces de l'Axe, car il était viscéralement anticommuniste et donc il se disait même en plus non seulement antisémite, mais raciste. Ce sont des choses qu'il ne faut pas éclipser dès lors qu'on parle de Céline. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, au bulletin célinien, c'est avant tout l'aspect littéraire, la révolution littéraire qu'il a accomplie. Et je pense... il est surtout connu pour, il est connu surtout pour Voyage au bout de la nuit, mais il a eu toute une autre œuvre littéraire. Voyage au bout de la nuit, son grand roman, bien sûr, les fameux pamphlets anti-judaïques, plus qu'antisémites d'ailleurs, mais il y a quand même tous les autres livres. Il en a écrit beaucoup, ce n'est pas sa seule obsession, les Juifs. Céline devient vraiment Céline lorsqu'il écrit Mort à crédit.
C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que Voyage au bout de la nuit a été un succès public énorme, un succès critique aussi. Voyage au bout de la nuit sort à la fin de l'année 1932 et n'importe quel autre écrivain à la place de Céline aurait écrit un deuxième roman dans la foulée de Voyage au bout de la nuit avec, je ne vais pas dire les mêmes recettes, mais en tout cas dans la lignée, avec la même écriture, etc. Or, c'est quand même une dénonciation des horreurs de la guerre de 14. Oui, ça c'est pour le fond. Mais alors là, je parle du style, et là où Céline devient grand, à mon sens, c'est qu'avec Mort à crédit, il renouvelle entièrement sa manière. Et si vous comparez l'écriture de Voyage, qui est somme toute, malgré l'argot et malgré certaines tournures familières, qui est assez classique dans sa forme, et c'est une écriture à la fois populaire, baroque, précieuse, enfin il y a un peu de tout. Mais avec Mort à crédit, on voit tout de suite que le style est tout à fait différent. Il y a l'apparition des 3 points, qui est un peu la marque de fabrique de Céline, une écriture beaucoup plus syncopée. Et donc avec Mort à crédit, on s'approche vraiment de ce que va devenir Céline, et il va sans cesse approfondir cette façon d'écrire jusqu'à la trilogie allemande, D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, qui est très largement autobiographique. Vous parlez de l'apparition des 3 points. C'est lui qui a vraiment fait un peu d'une façon systématique de terminer ses phrases par 3 points. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la phrase effectivement ne se termine pas et qu'il y a encore des tas de choses à dire dans l'élan du paragraphe. On dit qu'il y a des précédents, mais c'est pas seulement les 3 points. C'est le fait qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Non, d'autant qu'il était résolument anti-franc-maçon, entre autres. Mais non, c'est pas seulement pour terminer la phrase, c'est aussi des sortes d'ellipses, c'est-à-dire il va parfois supprimer le verbe, il va vraiment essayer de synthétiser et d'avoir un rythme. Dans le cas de Céline, tout est question de musique et de rythme. C'est pour ça qu'on a parlé de poétique célinienne. Car contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a aucune improvisation, ça n'a rien à voir avec le langage parlé. Parce que là, c'est très travaillé, les textes. C'est très travaillé, et en fait, ce qu'il veut faire, comme il l'a dit lui-même, c'est introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite. Mais ça n'a rien à voir avec une transposition du langage parlé, évidemment. C'est une recréation. D'ailleurs, il suffit de comparer ces premières versions avec le livre imprimé, et on voit à quel point effectivement c'est travaillé. En fait, comment vous êtes intéressé à Céline ? D'une manière... En ayant lu Céline, évidemment. Oui, j'ai trouvé... mon père avait 2 livres de Céline dans sa bibliothèque, Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Alors je suis tombé sur Voyage au bout de la nuit. Ça a été un choc, évidemment, surtout que j'avais 15-16 ans à l'époque. Et ça a été l'engrenage, et j'ai voulu découvrir toute l'œuvre de Céline. Et après avoir découvert toute l'œuvre de Céline, j'ai voulu faire une revue sur Céline. Ça a d'abord été la revue célinienne en 79. Et puis, dans la revue célinienne, il y avait une rubrique consacrée à l'actualité célinienne. C'est-à-dire tout ce qui se passait autour de Céline, les livres, bien entendu, les adaptations théâtrales, les colloques, les conférences, les émissions, enfin, tout ce qui concernait Céline. Et puis après, la revue célinienne est devenue le bulletin célinien. Et bon, je dis souvent que le seul titre de gloire du bulletin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est, à ma connaissance, la seule revue au monde mensuel consacré à un écrivain. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, mais ça tient au fait qu'effectivement, l'actualité célinienne est très dense. Il se passe... Et qui existe depuis 38 ans. Chaque mois, il se passe, par exemple, là, je viens d'apprendre que vient de paraître une traduction de Mort à crédit en vietnamien, et c'est ainsi tout le temps. Il y a quelques mois, c'était une traduction de Mort à crédit en turc. Enfin voilà, il se passe toujours quelque chose autour de Céline. Vous disiez qu'il y avait, tout à l'heure, en début d'émission, vous disiez qu'il y avait un livre sur Céline par mois quasiment. Oui, effectivement. En France et dans les autres pays. Oui, dans les autres pays, effectivement. Alors, vous avez à la fois des essais universitaires, mais vous avez aussi des livres plus légers, entre guillemets, des témoignages. Enfin, il y a vraiment de tout. Et à votre connaissance, il n'y a aucun autre écrivain qui suscite autant d'engouement et autant de nouveautés chaque mois. Il n'y a pas d'autres... Si, il y en a d'autres. Par exemple, il y a d'autres exemples. Il y a Proust qui suscite énormément de thèses universitaires. Je dirais même plus que Céline. Mais est-ce que Proust est encore aussi lu aujourd'hui que peut l'être Céline ?
Oui, j'ai l'impression qu'il est quand même très lu, même si beaucoup considèrent que la lecture de Proust est plus difficile, quoique beaucoup de gens ont du mal à entrer dans l'œuvre de Céline aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils ont créé un style, ce qui est assez rare, et un univers particulier. Et donc un style au service d'un univers particulier. Oui. Et c'est en cela qu'on a souvent considéré Proust et Céline comme les deux écrivains majeurs du XXe siècle. Mais le grand point commun, vous l'avez dit, c'est la musique. Oui, c'est la musique. C'est une petite musique à attraper. Et souvent, d'ailleurs, quand ils sont d'un côté ou de l'autre, les gens sont impressionnés. D'abord parce qu'à l'école, on leur apprend tellement mal les choses qu'ils sont impressionnés par la lecture, contrairement à ce qui devrait se produire. Et c'est le professeur qui le dit. Mais du coup, ils pensent au point de suspension, au point d'exclamation. Donc ils se disent, Céline, ça va me fatiguer. Puis ils pensent aux longues phrases, qui ne sont pas toujours si longues que ça, mais c'est vrai que quelquefois ils s'y perdent. Dans le cas de Proust, dans le cas de Proust, ça va m'endormir. Bon, donc comme les gens n'ont envie ni d'être endormis, ni d'être fatigués, ni l'un ni l'autre. Mais il ferait mieux de lire les deux. Mais c'est vrai que moi, je suis très proustien, ma femme est plutôt Céline. Mais on a lu les deux avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu une petite musique. Et à ce moment-là, la façon de ces ponctuations, la longueur des phrases, s'impose au complet, quoi. Il faut attraper cette musique. Il faut se laisser emporter. Et donc, ce sont des écrivains qui sont des artistes. Exactement. Ce sont ce sont des esthéticiens. D'ailleurs, Céline, à la fin de sa vie, bon, là, il forçait un peu la note. Il disait, moi, je ne m'occupe pas des idées. Je suis un homme à style. Pour moi, ce qui compte, c'est le style. C'est pas tout à fait vrai parce que les idées l'ont beaucoup occupé aussi à un certain moment de sa vie. Mais on comprend ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il était très préoccupé par le style. Et ce qui l'intéressait, évidemment, c'est d'apporter quelque chose de nouveau à la littérature. Et en cela, il a parfaitement réussi. D'ailleurs, si on le lit encore aujourd'hui, songez que Voyage au bout de la nuit est paru en 1932. Or, il se trouve que Voyage au bout de la nuit est un des livres les plus lus de Céline, puisque vous savez que maintenant toute l'œuvre romanesque de Céline est disponible en collection de poche. Et donc, Céline est beaucoup lue, mais essentiellement, et on peut le regretter d'ailleurs, Voyage au bout de la nuit, un peu au détriment des autres grands romans de Céline. Sans doute parce que Voyage au bout de la nuit est plus facile à lire d'une certaine façon que les romans de la fin. Par exemple, un roman comme Ferry pour une autre fois, qu'il publie après son exil au Danemark, est certainement un livre beaucoup plus difficile à lire que Voyage. Alors, pour avoir édité un célinien que vous connaissez bien, Philippe Alméras, Philippe Alméras, me parlant de Céline, me disait... Et il l'a écrit dans Céline, donc il ne le dit pas qu'à moi, qu'en fait, Céline, c'est quelqu'un qui s'est constitué un personnage. Et donc qui ensuite a créé son univers et sa vie, et ce qu'il raconte parfois modérément vrai de l'histoire, pour son personnage, pour le construire et pour le renforcer. Oui, Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'affirme Céline sur sa vie, ses relations avec les autres et tout. On sait bien que c'est pas vrai. C'est un romancier, voilà. Donc il se sert de sa vie, c'est-à-dire que tous ses romans sont écrits à la première personne du singulier. Il se sert de sa vie. C'est le héros et le sujet principal de toute son œuvre. Exactement, mais... il est clair que ceux qui se mêlent d'écrire une biographie de Céline doivent se méfier, ne doivent pas partir des livres de Céline, car il transforme beaucoup. Par exemple, l'enfance qu'il raconte dans Mort à crédit n'a rien à voir avec l'enfance qu'il a réellement vécue. C'était le fils d'un petit bourgeois, il n'a pas du tout eu une enfance miséreuse, même si elle fut difficile à certains moments. De même que Céline n'a jamais connu la misère. Et à la fin de sa vie, c'est vrai qu'il donne une image de clochard dépenaillé à Meudon, alors que les avances de Gaston Gallimard étaient considérables. Justement, j'ai posé la question à Philippe Alméras en disant pourquoi est-ce qu'il en voulait autant aux éditeurs? Parce que il a eu Robert de Noël qui l'a édité avant-guerre et pendant la guerre, et ensuite il était au Danemark, il n'avait plus d'éditeur. Pierre Monnier, que j'ai bien connu, je pense que vous également Marc, vous l'avez bien connu, s'est fait le go-between parce qu'il a été voir Céline au Danemark. Céline se plaignait, il se plaignait toujours plein, il se plaignait de plus avoir d'éditeur, donc de retour en France, Pierre Monnier va voir notamment Gallimard et dit voilà, je viens de voir Céline, vous savez, il a des manuscrits, il n'est plus édité. Et Gallimard lui a répondu cette chose, il l'a écrit dans un livre de souvenirs. Gallimard lui a répondu écoutez, monsieur, j'ai édité tous les grands écrivains français sauf un, Louis-Ferdinand Céline. Oui, c'est-à-dire donc, j'édite Louis-Ferdinand Céline.
Et Philippe Almeras a été vérifié dans tous les... Il a fait une grosse recherche sur ce que les éditeurs ont versé comme argent à Céline. Mais c'était royal. Il a été largement payé de ses droits d'auteur. Et pourtant, il n'arrêtait pas de traîner tous les éditeurs dans la boue. Et je lui dis, mais pourquoi il était comme ça? Il était si méchant, si fou. Il dit non, c'était son personnage. Alors, il fallait construire son personnage. Voilà. C'est pas tellement qu'il fallait construire son personnage. Céline n'était pas quelqu'un d'avide. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il écrivait, il n'écrivait pas des articles, mais il écrivait, par exemple, sous l'occupation, il écrit des lettres aux journaux de l'occupation. Il ne demandait jamais à être payé. Oui, jamais. Non, c'était pas par cupidité, mais c'était pour ce personnage de se plaindre tout le temps. Non, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il était conscient de sa valeur. Il travaillait énormément sur ses romans. Il mettait beaucoup d'années avant de sortir un roman. Et il entendait être payé à sa juste valeur. Et il faut savoir, par exemple, Philippe, vous-même qui êtes éditeur, vous connaissez ça. Il était très draconien avec ses éditeurs successifs. Il demandait 18%. D'abord, il demandait un avaloir important et en plus, il demandait 18% pour chaque exemplaire vendu. Or, il faut savoir qu'un éditeur, normalement, il touche 10% et à partir d'un certain tirage, ça grimpe évidemment, mais ça n'atteint jamais 18%. Or, Céline, il était pour ça intraitable, il demandait 18%, que ce soit à Robert de Noël ou à Gaston Gallimard. Il entendait simplement être payé à sa juste mesure. Ça, après, c'est les tractations entre auteurs et éditeurs, c'est une chose, mais il les a obtenus. Et il a quand même continué à dire pique-pendre sur les éditeurs. Oui, parce que c'était son personnage. C'était le personnage, c'est ça. Oui, mais enfin, il ne voulait pas construire un personnage. Il était naturellement comme ça, c'est-à-dire que, il estimait qu'il devait être... Il se considérait comme un ouvrier de la langue et il voulait être payé car il avait conscience de sa valeur. C'est la raison pour laquelle aussi il n'arrêtait pas de tarabuster Gaston Gallimard pour deux raisons. D'abord, pour être en livre de poche, car il estimait déjà que pour être lu, notamment par les jeunes, il fallait être dans le livre de poche. À l'époque, il n'y avait pas la collection Folio. Gallimard n'avait pas encore sa propre collection. Et il n'arrêtait pas d'embêter Gaston pour que les deux premiers romans, c'est-à-dire Voyage et Mort à crédit, soient édités en livre de poche, d'une part, et puis d'autre part, il insistait beaucoup pour être dans la Pléiade. Il a failli être... la chose était déjà amorcée de son vivant, il a failli être édité dans la Pléiade de son vivant, à quelques mois près. Et qu'est-ce qui a fait capoter le... Non, c'est parce que ça a pris du temps, et donc Gaston Gallimard a un peu renaclé au début, mais Gaston Gallimard se rendait compte aussi qu'il avait justement parlé de Proust et Céline, ce sont les deux écrivains qu'il a ratés. Vous savez que Proust a d'abord été édité à compte d'auteur par les éditions Grasset, et Gallimard n'a eu de cesse de récupérer Marcel Proust. Ça a été la même chose pour Céline. Il a raté Céline au moment de Voyage au bout de la nuit. Il faut savoir que le manuscrit a été en lecture chez Gallimard. Et Gallimard, c'est pas qu'il a vraiment refusé, mais elle a demandé des coupures. Il a voulu que Céline remaniât le manuscrit. Et Céline, intraitable encore une fois, a dit non, c'est à prendre ou à laisser. Un Belge a accepté, un Belge installé à Paris, a accepté le manuscrit tel quel, c'était Robert de Noël, et là aussi, Gallimard n'a eu de cesse de vouloir récupérer Céline, ce qu'il a fait après la guerre. Alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que l'éditeur qui arrive à l'adresse de Céline voit la concierge et dit bonjour, je viens, il y a un écrivain. Ah oui, vous avez eu mon petit-fils, c'est formidable ce qu'il écrit. C'est Louis-Ferdinand Céline. Non, ça c'est le vieux Toubi fou là. Il m'a demandé d'envoyer le manuscrit en même temps. Oui, il y a beaucoup de légendes. Est-ce que c'est une légende tout ça? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait une dame qui avait soumis un manuscrit aussi à Gallimard à la même époque. Il y a eu une confusion. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, ça fait partie de la légende célinienne. Alors, chers amis, cher Marc-Claude Loup, on va être obligé de faire une petite pause parce que, enfin, on n'est pas obligé, mais on a le plaisir de faire une petite pause, plus exactement, pour donner la parole à
un de nos amis qui revient aussi de vacances. Vous l'avez vu d'ailleurs, je crois, mon cher Philippe, pendant ses vacances. Oui, il est en pleine forme. Vous l'avez vu en pleine forme, donc nous voilà rassurés. Parce que non, il est passé chez moi. Je travaillais. J'ai parlé pour ses vacances d'Aristide. Je parle pas les vacances de Philippe. Moi, je vérifie tout. Hein. Oui, vous avez raison. Il faut toujours se méfier, surtout quand on a des élèves qui sont pas sages. Ben voilà. Alors donc, nous allons passer la parole à Aristide Lecate pour sa pertinente chronique hebdomadaire. C'est à vous, mon cher Aristide. Amis auditeurs de Radio Liberté, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette rentrée 2019-2020. Alors évidemment, je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter en ce genre de circonstances et surtout, puisque nous sommes une émission militante, une émission politique, eh bien, je dirais que tous mes vœux vont à notre pays, à notre civilisation, et en espérant évidemment que les choses aillent mieux pour l'un et pour l'autre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, qui peut servir évidemment à nourrir la dialectique militante. En l'occurrence, je vais vous parler d'un livre qui a été consacré à Jean-Claude Michéa. Donc ce livre s'appelle donc Mystère Michéa, portrait d'un anarchiste conservateur, écrit par Kevin Boucault-Victoire. Donc c'est un petit ouvrage bienvenu, que ce petit livre aussi didactique que synthétique, exposant la pensée de Jean-Claude Michéa, ex-professeur de philosophie, retiré dans les Landes, consacrant désormais tout son temps à la permaculture. Et oui, la permaculture, c'est un art de vivre qui a vocation à respecter les écosystèmes et les biorhythmes fondés sur des méthodes traditionnelles. Rédacteur en chef à Marianne, Kevin Boucault-Victoire explique en 4 chapitres comment Michéa, convoquant entre autres Marx, Christopher Lasch ou Cornelius Castoriadis, a démontré l'unité foncière du libéralisme économique et culturel en dépit de la division bourgeoise de la droite et de la gauche et la nécessité d'en revenir à un socialisme authentique qui aurait rompu avec le gauchisme sociétal et progressiste, ce dans une perspective orwellienne et conservatrice. Néanmoins, ce sera quand même le petit bémol de cet ouvrage d'ailleurs qui est absolument bien écrit et très bien fait. Boucault-Victoire a tendance à se laisser enfermer dans des catégories prédéterminées et qui le conduisent à dénaturer quelque peu son sujet d'étude. L'essayiste semble visiblement préoccupé par le dessein de placer Michéa hors de portée d'une droite anticapitaliste, qu'il ne définit pas, sauf à la supposer antisémite, en tous les cas de manière implicite et subliminale, et donc censément indigne de se réclamer de Michéa. Alors ce procès d'intention est hélas on ne peut plus habituel, y compris d'ailleurs parmi les tenants d'une gauche dite authentique, celle précisément à laquelle l'auteur se rattache lui-même, tout en y enrégimentant Michéa. Alors donc ce procès d'intention interdit ipso facto de concevoir qu'il existerait, même qu'il existe d'ailleurs, une droite authentique qui serait tout à la fois illibérale, conservatrice et débarrassée d'un héritage devenu aussi encombrant et anachronique que celui de l'antisémitisme. On sans parler évidemment du racisme biologique. Que Michéa se tienne à la distance de la droite ne le rend que plus fréquentable pour celle-ci qui, par indépendance intellectuelle atavique, admire d'abord l'intelligence d'une pensée, d'autant plus originale, qu'elle a le courage de se déployer à contre-courant de la doxa dominante. En outre, en s'adossant à Michéa, il y a bien d'autres, tels Serge Latouche, Jacques Ellul, Georges Bernanos, Ivan Illich, Simone Veil, avec un W, ou encore Guy Debord ou Pierre-Joseph Proudhon, la nouvelle droite d'Alain de Benoît, puisqu'il s'agit d'elle, on l'aura bien compris, à mots couverts, comme celle issue de la Manif pour tous, représentée par Eugénie Bastier et sa revue Limite, font preuve d'une indéniable curiosité d'esprit qui, jusqu'à récemment, à d'infimes exceptions, fut très loin d'être l'apanage intellectuel de la pensée socialisante germano-patine. Qu'une certaine droite anticapitaliste s'approprie la critique michéenne du libéralisme ne transforme pas le Montpelliérain en homme de droite, ce qui le rendrait beaucoup moins attrayant d'ailleurs. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Pourtant, Boucault-Victoire reste animé par un souci quasi obsessionnel de laver Michéa de tout soupçon de droitisme réactionnaire. Vaine entreprise, car si médiatiquement le sort d'extrogir de Michéa
en est jeté, ou peu s'en faut, sur le plan idéologique, les références de ce dernier s'enracinent explicitement, non chez Maistre ou Maurras, mais bien chez Pierre Leroux, Louis Blanc, Proudhon, déjà cité, les syndicalistes révolutionnaires, de Georges Sorel notamment, et les rédacteurs de la Charte d'Amiens de 1906. Le compromis historique de la gauche républicaine et du socialisme originel né de l'affaire Dreyfus, cette guerre civile bourgeoise, selon le mot de Jaurès, aura raison de ce socialisme holiste, résolument anticapitaliste et traditionnel. La gauche se laissera séduire par les sirènes du capitalisme, mai 68 constituant l'acmé de sa conversion libertaire au marché, sous la tutelle du droit protecteur. Depuis, la marge a pris la place du prolétariat, sous les doubles espèces minoritaires, victimaires et consuméristes, de l'hédoniste capital ou du parasite, que Marx qualifiait de lumpen, le fameux lumpen prolétariat. À la fin de ce brillant essai, l'auteur se demande qui est vraiment Michéa. D'où son titre. Anarchiste Tory à la Orwell ou à la Pasolini. Certes, la préservation écologique des conditions morales, culturelles et anthropologiques d'un monde décent constitue la trame de sa philosophie. Mais, bien plus, le michéisme, si on doit l'appeler comme ça, est-il d'abord une attitude radicale qui entend saisir les choses à la racine. C'est en cela, nous dit Boucault-Victoire, que Michéa est un des penseurs critiques les plus importants de notre époque. Alors vous pourrez trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies, y compris sur le site de l'éditeur, les éditions de l'Escargot, pour la somme modique de 15 €. Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Merci Aristide, prenez votre temps avant de retourner en vacances, comme ça nous aurons le plaisir de continuer à vous écouter chaque semaine. Voilà, je fais une toute petite précision en ce qui concerne Proust. Précisez, monsieur le professeur. Proust a été édité à compte d'auteur par Grasset à sa demande. Grasset voulait l'éditer. Oui. Et Proust a refusé. Il a dit « je suis édité à compte d'auteur ». Parce qu'en fait, il voulait aller chez Gallimard. Il pensait que la NRF, c'était ce qu'il fallait pour son livre. Oui. La NRF, donc ça n'est pas que Grasset ait fait la fine bouche, c'est Gallimard qui a fait la fine bouche. D'accord. Et donc Proust a dit je préfère garder. Donc il voulait garder ses droits pour pouvoir changer d'éditeur à tout moment. D'accord. Ouais, c'est Gide qui a empêché Proust d'être publié chez Gallimard. D'accord. Donc, eh bien, donc, nous nous retrouvons pour cette émission synthèse. Nous recevons aujourd'hui, je le rappelle, Marc Laudeloup, qui est directeur du bulletin célinien et qui nous parle de l'actualité célinienne avec un autre fin connaisseur de Céline, à savoir, évidemment, notre ami Philippe Pranda. Fin connaisseur, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que le phénomène Céline m'a toujours fasciné. Est-ce que vraiment, il est considéré par tous, par ses admirateurs comme par ses détracteurs, comme un écrivain maudit? Alors, ça, c'est une très bonne question. Tout dépend de ce qu'on appelle maudit. Parce que moi, j'ai tendance à dire que, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, toute votre œuvre romanesque est disponible en collection de poche, à partir du moment où vous occupez à vous seul 5 volumes dans la Pléiade, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un écrivain maudit? Un écrivain maudit, c'est quelqu'un dont on ne parle plus, qui n'est plus réédité, dont on ne se souvient à la limite plus de son œuvre. Donc, Céline, écrivain maudit, je suis un peu dubitatif. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie de son œuvre qui est maudite. Alors, les fameux pamphlets. Il y en a 3. Pamphlets. Il y en a 3, 4 si on compte Mea Culpa, qui est un pamphlet anticommuniste, 5 si on compte la lettre à Jean-Paul Sartre à la JT du Bocal. Mais donc, la chose qui est étonnante aussi, c'est que vous savez qu'au Canada, la législation sur le droit d'auteur n'est pas la même qu'en France. Et il se trouve qu'au Canada, au Québec plus précisément, on a édité une édition des pamphlets, mais une édition scientifique avec tout un appareil critique. Et donc, ce qui est possible au Canada ne l'est pas mais je crois en que France. Les pamphlets n'ont jamais été interdits. Ils ont juste été interdits de réédition par la veuve de Céline. Déjà, Céline lui-même ne souhaitait pas, pour des questions aussi de stratégie littéraire, les pamphlets lui avaient quand même causé pas mal de soucis. Et donc, dans tous les sens du terme, pas seulement à lui, mais à lui aussi, pour sa réputation littéraire, évidemment. Et donc, après la guerre, lorsqu'il veut faire sa rentrée littéraire, il veut plus du tout qu'on entende parler de ces pamphlets, contrairement d'ailleurs à Robatet, qui revendiquait les décombres. Et je crois d'ailleurs, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que Robatet, sur la page ouvrage du même auteur, il mentionnait encore les décombres, ce qui n'était pas du tout le cas de Céline pour ses pamphlets.
Mais alors, donc, il y a une conséquence aussi automatique, c'est que comme ces pamphlets n'étaient plus disponibles, le nombre d'éditions pirates des pamphlets, on les trouve partout. Et dans la même édition que d'origine, évidemment, on a fait des tirages énormes. Oui, parce que moi, le nombre d'exemplaires de ces fameux pamphlets que j'ai vus dans les bibliothèques et tout neuf, impeccable, pas découpé, formidable. On les trouve. Et puis, bon, c'est l'attrait du... Dans certaines librairies, pas forcément des librairies très politisées d'ailleurs, mais il était facile quand on s'intéressait à l'œuvre de Céline, qu'on vous propose rapidement un fameux pamphlet, une édition retrouvée dans une cave, un carton, voilà. Il faut être en général, vendu à prix d'or, et tout le monde voulait vous. Il faut un certain travail pour faire croire qu'il est d'époque. Avant saisie, oui. Mais beaucoup sont vendus comme des facsimilés. Et d'ailleurs, comme c'était... C'est l'attrait du fruit défendu. Voilà. Et puis comme c'était reproduit à l'identique, avec le même papier, sauf qu'il était neuf à ce moment-là, un livre censé être imprimé 40 ans avant était dans un état impeccable, forcément ça a dû empêcher déjà la police, la justice d'intervenir en tant que pirate, pas en tant que livre interdit. Et est-ce que les successeurs de Céline, sa femme et tout, savaient ça, soit ne pouvaient rien faire, soit on laissait faire? Non. Alors là, il faut savoir qu'à une certaine époque, chaque fois qu'on découvrait des éditions clandestines, l'avocat de la veuve de Céline les faisait saisir, évidemment, Maître Gibault. Mais évidemment, ce n'était pas toujours aisé. Il en a fait saisir beaucoup, ou il a fait quoi? Il a chopé un exemplaire par-ci, un exemplaire par-là? Alors, je ne connais pas les détails, mais je sais par exemple qu'il y a eu un moment une traduction de Bagatelle et des Beaux Draps en Italie, il les a fait saisir. Mais... Oui, parce que c'était un éditeur qui avait pignon sur rue, c'était pas des vrais pirates, quoi. Non, c'était pas l'éditeur avait pignon sur rue en Italie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, l'ayant droit a refusé la réédition, mais là, récemment, la veuve de Céline, en l'occurrence surtout le conseil de la veuve de Céline, a accepté, suite justement à la réédition des décombres de Rebattet, qui s'est passé sans grande difficulté, il a accepté cette fois-ci la réédition des pamphlets. Mais ça s'est heurté à un tir de barrage considérable de certains historiens, de lobbies, etc. Et donc, c'est un projet qui est remis sine die. Mais donc, c'est pour vous expliquer que l'optique a changé. Mais là où il y a une grande difficulté, c'est que les pamphlets de Céline posent un problème littéraire aussi. C'est une comparaison que je fais souvent, c'est à propos de Marcel Jourandeau. Marcel Jourandeau, qui est un grand écrivain, vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Péril juif. C'est un recueil d'articles qui sont parus dans l'Action française. Si vous retirez Le Péril juif de l'œuvre de Marcel Jourandeau, vous n'enlevez rien. Je veux dire, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. C'est pas ça qui fait l'importance de Jourandeau en tant qu'écrivain. En revanche, un livre comme Bagatelle pour un massacre n'est pas qu'un pamphlet antisémite. Il y a aussi un manifeste littéraire dans Bagatelle, et c'est aussi le seul livre de Céline où il parle de son voyage en Russie. Il y a des tas de pages dans Bagatelle qui n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Et d'un point de vue strictement littéraire, c'est un grand livre. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. C'est au-delà du fait où c'était effectivement des diatribes anti-juives assez virulentes et un peu, un peu surréaliste, motivé par le pacifisme à notre époque, oui, motivé peut-être, mais les accusations qu'il fait sont quand même souvent délirantes, sans vouloir rentrer dans la polémique. Mais est-ce qu'il y a donc un intérêt littéraire quand même au-delà de cela? Oui, je parle surtout pour Bagatelle. C'est beaucoup moins le cas de l'École des cadavres, qui littérairement n'a pas beaucoup d'intérêt, mais Bagatelle pour un massacre, c'est un livre très intéressant sur un plan à la fois de l'écriture célinienne, parce que Céline est aussi un grand écrivain de combat, un grand polémiste, et ça se retrouve évidemment dans un livre comme Bagatelle. Et puis encore une fois, c'est un livre où il y a de très beaux passages. Par exemple, on cite souvent la description de Saint-Pétersbourg, qui est magnifique. Et donc il y a d'autres passages, et puis des passages très drôles aussi. C'est-à-dire que malgré l'horreur de ce qu'il peut dire,
Il n'empêche que il y a une drôlerie dans le pamphlet qui est incontestable. Et donc, ça fait toute la complexité d'un livre comme Bagatelle. On ne peut pas dire ça n'a aucun intérêt. Laissons ça de côté et concentrons-nous sur le Céline romancier. Non, Bagatelle est aussi, malgré tout, malgré les horreurs qu'il a pu écrire, est un grand livre sur le strict plan littéraire et aussi sur le plan documentaire. Mais est-ce que, justement, alors, ces pamphlets sont disponibles aujourd'hui ou pas? Ou on en parle qu'ils le soient? Alors, ils ne sont pas disponibles en France, sauf chez les bouquinistes. Alors, vous avez fait allusion à des rééditions clandestines, bon, forcément. Mais en librairie de neuf, comme on dit, là, il faut aller au Canada pour que ça soit disponible. Eh bien, Marc-Claude Loup, l'heure avance, comme toujours, trop vite. Et sur oui. Céline, il y aurait tellement de choses à dire, Et tellement oui. de choses à raconter. Juste une chose qu'il faut quand même rappeler, c'est le contexte qui était celui de l'époque de Céline, qui n'est pas forcément le même que celui d'aujourd'hui. Savoir aussi que tous ces gens avaient une position qui avait été souvent dictée aussi par rapport à la boucherie de 14-18. Et beaucoup aujourd'hui ont du mal à comprendre ça, mais des générations entières ont été marquées par cela, la génération de nos grands-parents. Il ne faut pas oublier que Céline était un ancien combattant. Il a été blessé dans les premiers mois de la guerre de 14-18. Il est clair que son pacifisme a été exacerbé par l'expérience qu'il a vécue lui-même en 14. Et les va-t-en-guerre de l'époque n'étaient pas forcément ceux qui avaient connu les mêmes horreurs. Voilà. En tout cas, Marc-Claude Loup, merci d'être venu nous parler du bulletin célinien. Alors, à l'attention donc de ceux qui voudraient se procurer ou avoir, je ne sais pas s'ils peuvent demander un exemplaire ou le commander. Alors, le plus simple, c'est de taper bulletin célinien dans un moteur de recherche. Vous allez tomber sur le blog du bulletin. Très bien. Et là, vous avez l'adresse du bulletin. Vous m'écrivez, j'enverrai gracieusement un exemplaire aux éditeurs de Radio Liberté. Très bien. Donc, c'est boîte postale. Alors, le bulletin célinien, Marc-Claude Loup, boîte postale 42000. Enfin, c'est boîte postale 77. Ah oui, celle à Bruxelles, oui, d'accord. 1200 Bruxelles. 1200 Bruxelles. Il y a aussi une boîte postale à Lille, mais enfin, c'est celle-ci. Il y a peut-être un courriel pour vous joindre. Alors, le courriel, c'est celinebc@gmail.com. D'accord, très bien. Donc, vous pouvez... Non, j'ai dit une bêtise. C'est bulletin LFC. Voilà. Là, j'ai cité l'ancienne adresse. Bulletin LFC. Bulletin au singulier LFC. Louis-Ferdinand Céline, donc bulletinlfc@gmail.com. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à vous abonner au bulletin célinien et vous apprendrez chaque mois beaucoup de choses sur ce grand écrivain